Mesdames, Messieurs, merci de prendre place pour cette dernière grande séquence de l'Université d'hiver, édition 2014. Alors, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, une ultime péripétie de transport nous a fait intervertir les deux séquences de grands témoins et de table ronde, puisque l'avion où se trouve Madame Vargon a décollé, mais bien plus tard que l'horaire prévu à cause d'un petit problème électrique. Donc, nous allons tout de suite demander à notre grand témoin de dire ce qu'il a pensé, quelques commentaires sur ce qu'il a vu depuis le début de l'Université d'hiver. Pour notre part, quelques réactions à chaud. Vous savez que les tweets font bon train pendant cette Université d'hiver et que pour ce matin, voilà quelques réactions qui ont été retweetées à partir des conférences de Corinne Pro, d'Annick Renaud-Coulon et de Sylvie Brunet. À quand la carte vitale de la formation professionnelle? Ou alors, pour exporter la formation professionnelle, avançons masqués comme les Daft Punk pour les comparaisons internationales. Arrêtons de penser quantitatif et pensons collectif. Et puis, ce qui prête à réflexion aussi, les entreprises ne peuvent pas être des îlots de modernité et de richesse au milieu d'un océan de misère. Donc, voilà quelques réactions totalement à chaud. Et maintenant, nous allons entendre la construction, le témoignage construit de Gaston Paravy. Gaston Paravy est président d'Intermif, du réseau Intermif France. Vous le connaissez tous parce qu'il est le fondateur de l'Université d'hiver, le cofondateur avec Centre Info. Oui. Et je vous laisse la parole, Gaston, pour cet exercice de grand témoin. Merci beaucoup, Françoise. Mesdames et messieurs les présidents, monsieur le directeur, chers collègues, mesdames, messieurs, dans le document de présentation de notre université d'hiver, Julien Verrier soulignait avec pertinence une idée force qui a sous-tendu nos travaux durant ces 3 journées. Aujourd'hui, écrivait-il, la formation n'est plus seulement un ensemble de dispositifs pour les entreprises et les personnes, mais elle est une véritable valeur qui permet de repenser un environnement à la lumière de ces nouvelles perspectives. La journée de jeudi, plus particulièrement, s'est organisée autour de ces 4 lieux de plus-value redevables à la formation: l'entreprise, les territoires, les hommes et la profession. Nous aurions pu, évidemment, nommer d'autres parcours thématiques pour rassembler d'autres acteurs à témoigner de leur expérience. Mais quant à moi, c'est surtout à une réflexion de témoin que je suis sollicité à dire quelques mots. Témoin grand ou petit, peu importe, mais je crois que c'est le témoin de dernière heure qui, dans les procès, infléchit souvent le déroulement d'une affaire. Depuis 1989, que se déroulent régulièrement nos universités, on pourrait croire que l'on a épuisé le sujet. Mais il n'en est rien, car la dimension formation est consubstantielle à l'évolution des personnes et de la société. La formation a aussi cette immense capacité, une fois de plus, de nous convoquer nombreux, aujourd'hui 600, pour découvrir... Pardon. Vous voyez, on a encore des fantasmes. pour découvrir la multiplicité de ces implications et de ces déclinaisons dans ces différentes productions. Je me permets donc de souligner quelques temps qui m'ont paru forts dans le déroulement de ces journées. Bien évidemment, mon regard n'est pas exhaustif, alors que tous les intervenants ont eu à cœur de partager le meilleur de leur expérience.
Et c'est cette expérience qui est, pour une grande partie, le fondement de la production de nos universités d'hiver. Notre université de Biarritz a été ouverte magistralement par le professeur Lorenzi, président du Cercle des économistes. Et il nous a fait part d'une conviction que la formation devrait retrouver sa dynamique initiale de 1971, qui était porteuse d'une espérance de renouveau sociétal, social, culturel et économique. D'après ce professeur, la problématique formation s'est rétrécie à une minorité de bénéficiaires qui, le plus souvent, n'en ont pas le plus besoin. Alors que l'ambition des pères de la loi de 71 visait une promotion personnelle et collective, qui est la valeur première de la formation et qui ne peut pas se réduire à un simple ajustement économique. Toutefois, cette ambition initiale reste d'une grande actualité dans la période actuelle de mutation. Et comme en écho à cette invitation du professeur Lorenzi, nous avons ressenti dans la parole d'Alain Rousset, président de la région Aquitaine et de l'association régionale et de l'association des régions de France, l'intégration de cette conception de la formation pour le plus grand nombre. Au-delà de la réussite de l'entreprise Repetto, dont le président Rousset est toujours fier, nous avons compris que nous pouvons aujourd'hui nous appuyer sur l'autorité régionale pour innover et ressaisir l'ambition initiale de la formation tout au long de la vie, qui ne doit pas être le privilège de quelques-uns, mais doit s'adresser à tous, à l'instar du projet républicain de l'école de Jules Ferry. Et dès le premier soir, ces personnalités ont donné le ton à l'ensemble des travaux qui ont suivi, ateliers et tables rondes. Quelques ateliers ont rejoint ma sensibilité, en particulier l'intervention de Philippe Doll, inspecteur général des affaires sociales, qui nous a présenté les projets de conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation sous un angle dynamique et positif. En effet, les 150 heures qu'on peut parfois ridiculiser et qui peuvent apparaître comme limitées, eh bien, il les présente comme un apport ouvert à chaque citoyen, lui permettant de construire, avec des appuis complémentaires, son parcours professionnel. Et c'est ici que les acteurs de l'orientation et de la formation sont attendus pour accompagner ces parcours professionnels par de nouvelles stratégies éducatives. Les partenaires sociaux, dans la place importante qu'ils ont tenue dans l'élaboration de cette nouvelle loi, ont d'ailleurs dépassé une conception de la formation professionnelle instrumentalisée par les besoins économiques et ont jeté les bases d'une construction de nouveaux espaces démocratiques dans le cadre de nouvelles frontières, comme le soulignait aussi M. Rousset. Les animateurs des tables rondes comme des ateliers ont été de véritables mailleticiens pour repérer et faire exprimer dans les expériences particulières les valeurs portées par la formation dans des expériences ou dans des conceptions parfois souterraines et non formalisées. Ces valeurs que nous avons évoquées tout au long de ces 3 jours, selon qui nous sommes, portent des noms différents, qu'il s'agisse
de la confiance dans les potentialités infinies de chacun, dans les capacités de déblocage de situations difficiles et parfois désespérantes, de l'équité dans l'accès et les retombées de la formation, de l'éducabilité, de la capacité de créer et de vivre ensemble. Je suis toujours émerveillé face aux aptitudes, voire au charisme de Jean-Philippe Seped, qui a le mérite de nous dévoiler les mystères des écrits législatifs pour nous faire entrer véritablement dans cette discipline, dans cette visée, dans cette expérience assez extraordinaire qu'est la vocation, qu'est la formation. Ces moments qui ont réactivé nos réflexions rebondissent en nous et nous suggèrent déjà quelques pistes pour nos rencontres futures qui bénéficieront de la mise en œuvre et du développement de cette nouvelle loi sur la formation. Dans un premier temps, il me semble cependant que les dispositifs sont encore trop établis indépendamment des capacités des personnes y accéder, alors que, tout à fait positivement, elle a, cette nouvelle loi, une volonté d'élargir son champ aux demandeurs d'emploi et aux personnes faiblement qualifiées. Ouais. Quant aux demandeurs d'emploi, certains affirment que seulement 10% de ceux-ci se mettent en mouvement pour une formation. Alors, grande question importante, pourquoi le produit formation est-il si difficile à monnayer auprès de certaines populations? Une première grande question qui m'est venue. Et pourtant, la formation est un préalable au choix et au développement d'une économie positive qui prend en compte les besoins des générations futures. À la demande du président de la République, Jacques Attali vient de publier les travaux d'un groupe de travail sur ce thème, donc de l'économie positive. Et plusieurs propositions sont formulées, dont l'une rejoint nos préoccupations dominantes. Quelle est-elle? Une offre de formation accessible à tous. Cette proposition numéro 31 nous invite à une réforme profonde de nos systèmes éducatifs pour développer toutes les intelligences et l'ouverture aux autres. Et c'est là qu'intervient un nouveau concept fondamental dans l'économie positive, c'est l'altruisme. L'altruisme, c'est l'un des fondements de l'économie positive. Et c'est ce qui nous pousse à connaître l'autre et à le deviner. Ce n'est pas un concept moral, c'est une stratégie par l'échange et la compréhension de l'autre que l'on crée le produit, le service qu'il aura envie ou le besoin d'utiliser. Pour une économie positive, devinez l'autre, voilà un autre beau thème à explorer demain, ici et ailleurs. Dans l'un des ateliers dans lequel intervenait le CNFPT, effectivement, nous avons eu un rapport d'activité, un rapport d'expérience qui s'est déroulé sur 2 années et qui peut peut-être surprendre, mais où il est bien souligné que la formation a du mal à réussir parce qu'elle rencontre nos personnalités rebelles à tout diktat venant d'en haut, et surtout un diktat de s'ouvrir à un apprentissage. Et se former selon les désirs du groupe prioritairement, eh bien, ne va pas nous conduire forcément sur une formation liée au loisir ou au vol à voile, mais très
naturellement, après échange de tous ceux qui sont dans ces groupes, eh bien, choisissent des thèmes extrêmement précieux pour le développement de leur entreprise. Alors, c'est vrai que les pédagogues avertis, ou on va dire qui se sont peut-être déjà installés dans une certaine routine qui nous guette tous, pourraient inscrire ces suggestions dans une vision utopique et hurler ensemble du concret, du concret. Eh bien, dans une utopie pratiquée, comme on dit en sociologie, je proposerai un modèle de pédagogie informelle, celui qui nous a été développé par la belle Mélissa Thuriot dans l'émission « Rendez-vous en terre inconnue » au pays des Maasai. Ce peuple de guerriers n'a à nous offrir que la simplicité de leur vie. Et Mélissa Thuriot en a fait la rencontre respectueuse de deux civilisations, de deux anthropologies, de deux approches de la vie sans hiérarchie entre elles. Cette rencontre exceptionnelle n'est-elle pas un temps propédeutique à tout scénario d'entrée en formation qui a pour préalable l'accueil de l'altérité? Cette visite de monde à monde est le modèle d'accueil de toute forme d'intelligence et de culture pour entrer dans l'universalité du savoir. Quelle formidable occasion d'innover dans une prochaine université de la formation professionnelle qui mériterait la belle expression, la belle définition donnée un certain temps par Henri Desroches. Cette belle université, elle doit être et continuer d'être nomade et saisonnière. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Gaston. J'appelle maintenant